moi, je crois que le mérite de ce livre-là, indépendamment des mérites qu'a trouvé le professeur de Turin, le mérite de ce livre, c'est qu'il réunit d'abord des chercheurs, qui sont parfois des enseignants, et des journalistes. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, c'est un livre qui donne un panorama que je placerai sous le signe non de la globalisation, mais du cosmopolitisme. Je crois qu'il y a des réalités très différentes, il y a des gens qui viennent de réalités très différentes, et je crois que c'est très important. Très important. Et enfin, le troisième point qui me paraît un mérite de ce livre, c'est, disons, le fait qu'il ne se focalise pas seulement sur la question des médias. Il se focalise sur le problème de l'appropriation privée. L'appropriation privée, que ce soit des médias, mais aussi d'autres technologies. Par exemple, il y a un article ici sur l'appropriation du software au Brésil. Donc, c'est important pour moi, je crois, ce triple apport. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il me semble que la question des médias est une question qui fait partie d'un problème plus vaste. Et c'est très bien, disons, c'est très bien signalé dans ce livre qui parle de temps en temps de les médias, ça fait partie aussi du mythe, parce que souvent c'est un mythe, du mythe de la société de la connaissance. C'est un secteur de la société de la connaissance aujourd'hui. Le grand problème, c'est que souvent ce modèle de société de connaissance suit les logiques médiatiques, c'est-à-dire l'appropriation privée, la patrimonialisation par des groupes privés. Alors, je crois que le problème des médias, c'est que le problème des médias, c'est d'abord que c'est une idéologie. Disons, le média, c'est finalement une idéologie qu'on appelle l'idéologie de la communication. Mais tout de suite, pour préciser, l'idéologie de la communication, c'est un mode de gouverner. Un mode de gouverner l'économie et de gouverner les gens. De gouverner les gens. Je crois que c'est important de signaler cela, parce que je crois que pendant longtemps, la société industrielle a cru qu'on pouvait gouverner les gens à travers le mythe du progrès. Les mythes du progrès. Le progrès, disons, ça faisait partie de tous les systèmes éducatifs, etc. Et ce qui a changé à partir, je crois, ça s'est accéléré vraiment dans les années 80 avec la déréglementation. Ce qui a changé, c'est que la communication a remplacé le progrès. Ce n'est plus le progrès infini qu'on nous propose, c'est la communication infinie qu'on nous propose. Donc, la communication est devenue un mode de gouvernement. Un mode de gouvernement. Et vous le savez beaucoup mieux que d'autres ici en Italie. D'ailleurs, ce que votre intervention, finalement, est un constat, une preuve de cela. Alors, le problème est là. Je crois que c'est très important de se dire que la communication, c'est un art de gouverner. Et je crois que réellement, il n'apparaît réellement que dans ce contexte qu'on a appelé de globalisation, dérégulation, c'est d'ailleurs les années 80. Les années 80. On oublie trop souvent que sans médias, sans discours accompagnateur, la globalisation n'a aucun contenu. N'a aucun contenu. Parce que c'est elle qui nous a fait croire, la communication nous a fait croire que que le seul modèle existant pour sortir finalement l'humanité de la misère, de la pauvreté, c'était finalement c'était le modèle global, le modèle néolibéral global. Et je crois que c'est important de dire ça. C'est-à-dire que les médias sont partie prenante
dans la création du mythe d'une globalisation unique, ce que Ramonet appelait pensée unique. Je crois que c'est fondamental de ça. Il y a très peu de médias qui se sont écartés de cette vision de la globalisation salvatrice, rédemptrice. Moi je crois que la globalisation, disons la crise financière d'aujourd'hui, la crise du système financier aujourd'hui, c'est aussi une crise de la pensée, de l'idéologie réticulaire, de l'idéologie des réseaux. C'est d'ailleurs de deux côtés, on a des black box. C'est vraiment des boîtes noires qu'on nous a proposées comme finalement explication du monde et explication de l'avenir. Bon, alors, je vais essayer de répondre à la question qu'a posée le professeur, parce que je crois que c'est une question importante. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Che fare? Je crois que c'est difficile de répondre à cette question parce que ça touche beaucoup de domaines et beaucoup de citoyens à partir de nombreux lieux dans la société. L'éducation, les journalistes, tout citoyen. Mais je vais essayer de vous donner plus ou moins quelques repères. Alors, je crois qu'il est important de situer à partir de quand, disons, la problématique de la concentration devient un problème parce que ça devient un mode de gouverner et un mode de gérer l'économie. Moi, je crois personnellement que les années 70 sont très importantes. Les années 70 sont très importantes, disons, dans le domaine de la communication, il y a deux crises qui me paraissent essentielles. Il y a d'abord la rébellion des pays du tiers-monde qui, disons, protestent contre l'inégalité des échanges en matière de communication, en matière de culture. C'est le fameux nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Même avec tous ces mythes, ça a été important. C'est une rébellion venant du tiers-monde. Ça, c'est un premier point. Et ce qu'ils demandent, c'est, disons, leur revendication c'est autour de la notion de participation, autour d'un modèle de communication dialogique. Ça, je crois que c'est fondamental. Hein. Donc, le problème de la concentration est posé, et là, tu rappelles effectivement le rapport de McBride. Le rapport de McBride, c'est un rapport sur les dangers de la concentration au niveau de la démocratie, que ce soit des dangers politiques ou des dangers économiques. Donc ça, c'est un premier, disons, c'est une première prise de conscience par un secteur particulier, qui sont les pays qu'on appelait à ce moment-là du tiers-monde. Oui, alors, et le second élément important dans la prise de conscience du défi de la concentration, c'est l'internationalisation. C'est-à-dire que dans les années 70, commencent à s'internationaliser les télévisions européennes. Et c'est, disons, toute l'interrogation sur la tension entre service public et internationalisation. Le professeur citait un exemple très intéressant d'Italie d'ailleurs, comment les Italiens, finalement, comment les chaînes de télévision ont d'abord utilisé les telenovelas. C'est un indice très précis de comment, dans les années 70, l'internationalisation va de pair avec la concentration. Et c'est surtout dans les pays qui ont des services publics, qui sont régis par des services publics télévisuels. Hein. Donc, et c'est cette double problématique qui vient des pays du tiers-monde et qui vient des pays qui ont réfléchi historiquement sur la notion de service public depuis finalement l'origine de la radio et de la télévision. Ce sont ces deux sources qui alimentent la réflexion de l'UNESCO sur la nécessité d'établir des politiques de communication et des politiques culturelles qui tiennent compte du problème des médias. Le problème des médias comme finalement perturbant la possibilité
de la diversité culturelle.